Hello hello, trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé un challenge investir en 30 jours sur mon compte Instagram et j'ai vu que ça vous a vachement plu de suivre mes aventures. Donc c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Peinture nature, sans filtre, 100% honnête. Je te raconte toutes mes aventures du quotidien. Les réussites, mais aussi les galères, parce que, soyons honnêtes, il y en a toujours. Si tu me connais pas encore, moi c'est Lisa, j'ai 30 ans et j'ai commencé l'aventure immobilière en 2018 en commençant par un investissement locatif. J'ai acheté un immeuble à l'âge de 26 ans, ensuite j'ai acheté une résidence principale et il me manquait plus qu'une corde à mon arc qui est l'achat-revente. Donc c'est tout le but de ce challenge, c'est de partager toutes mes aventures dans l'immobilier avec toi sur cette chaîne, tout ce qui m'arrive pour t'inspirer à passer à l'action aussi. Après avoir demandé votre avis sur Instagram, vous êtes une majorité à avoir demandé c'est quoi mes galères en tant que marchand de biens débutant. Dans mes débuts de marchand de biens, qu'est-ce qui me pose problème à avancer et trouver ma première opération. Et en bonus, je vais te donner quelques astuces, quelques solutions pour justement surmonter ces obstacles et que toi, tu y arrives aussi le plus rapidement et le plus simplement possible. Mais avant de commencer, petite clarification. Qu'est-ce que c'est le marchand de biens? Dans l'immobilier, je distingue trois grands types d'achats, de types d'activités, trois grands types d'investissement, on va dire. Le premier, l'achat de la résidence principale. Celui-là, tout le monde connaît, c'est 80% des transactions immobilières en France. On comprend vite, on achète pour habiter dedans. Voilà, et on crée un patrimoine. Le deuxième type d'achat, il est aussi très connu, mais on n'est pas très nombreux à le faire, c'est l'achat locatif. On achète dans le but de louer, créer une rente, dans le but d'une retraite, créer du patrimoine supplémentaire et c'est de plus en plus accessible, c'est de plus en plus démocratisé et c'est une très bonne chose. Et enfin, il y a une troisième case qui est vraiment tout nouveau pour moi et c'est toute l'activité dans laquelle je débute, c'est l'achat-revente et ce sont les entrepreneurs de l'immobilier et je vais même intégrer même les promoteurs dans cette catégorie-là. La raison est très simple parce que il y a beaucoup de marchands de biens qui font aussi de la promotion immobilière et même si c'est à des échelles différentes, même si c'est des budgets différents, même si c'est des volumes différents des fois, il y a des similarités. Donc, on peut mettre dans la même catégorie les entrepreneurs de l'immobilier, les achats-reventes. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est un métier à part entière. Vraiment, les deux autres catégories, on était des investisseurs. Et là, on est plutôt sur des commerciaux, une activité commerciale. Donc, en termes de fiscalité, on n'est pas du tout traité de la même manière. Maintenant que je ferme cette parenthèse et que j'ai clarifié à nouveau ce que l'activité de marchand de biens, parlons de mes galères. Galère numéro 1, qui n'est pas des moindres, c'est calculer la rentabilité d'une opération de achat-revente. Alors oui, la base de chez la base, c'est acheter pas cher et revendre plus cher. Donc jusque-là, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais qu'on creuse, qu'on passe à l'action, c'est beaucoup plus complexe que ça et la rentabilité, elle est pas si simple à calculer. En effet, parce que il y a un nouveau facteur qui rentre en jeu. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est plus des investisseurs dans l'immobilier. Quand on est marchand de biens, on devient des commerciaux, on est des marchands et je dirais même on est des commerçants. Donc quand on dit commerce, quand on dit marchandise, il y a la TVA qui rentre. Le calcul de la TVA, elle est extrêmement pas simple parce que c'est au cas par cas. Et il suffit que tu fasses des travaux de travers. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de blogs qui rentrent et moi j'ai pas envie de prendre la casquette de professeur Lisa sur les mondes de l'immobilier. Mais pour grosso modo t'éclaircir si tu connais pas du tout ce secteur, c'est que en fait il y a trois grands types de TVA. C'est exonération totale, TVA sur marge ou TVA sur prix total. Et là, dans les trois catégories, c'est pas du tout la même TVA. Là, on parle de biens immobiliers, donc on n'est pas sur un iPhone à 1500 € ou la marchandise, la petite pomme qu'on achète avec 5% de TVA et qui est à 3 € où la TVA, on parle de quelques centimes. Sur des biens à 100 000, 200 000, voire 1 million, la TVA à 20% sur le prix total, ça flambe ça peut flamber toute
toute la rentabilité. Donc, c'est super important d'être sûr de sa TVA, de l'anticiper. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de l'impact de la TVA sur l'activité de marchand de biens, mais il n'a pas du tout la même fiscalité. Tu peux être soit à zéro de TVA, soit des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de TVA selon l'option. Donc si tu te trompes, ta marge, elle n'est pas du tout la même. Et ça peut être un vrai casse-tête parce que typiquement les biens que je vise, donc quand j'ai une maison avec des terrains que je veux séparer, c'est pas la même. La maison, elle va être en exonération de TVA et les terrains vont être TVA soit sur prix total, soit sur prix sur marge. Et tu vas me dire, Lisa, comment on fait la différence? Je vais pas rentrer dans les détails. Le point d'aujourd'hui, c'est quoi les galères et qu'est-ce qui m'empêche d'être efficace et avancer rapidement? C'est d'être rapide et dans le calcul de la marge. Et ça, c'est super important. Et donc, la TVA, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein d'autres frais qu'il faut aussi prendre en compte. Et surtout, c'est super important parce que contrairement à un achat de résidence principale ou un achat locatif où le financement, tu vas le trouver basé sur ton taux d'endettement, là, ici, c'est vraiment sur le calcul de la marge que tu vas trouver le financement, que ce soit la banque ou des investisseurs. On va parler marge. Ok, c'est une opération qui a combien de marge et quels sont les risques et les potentiels le potentiel loup qu'on peut trouver dans l'opération. Donc connaître sa marge sur une opération et être sûr de sa marge, c'est ultra important pour ensuite pouvoir présenter son projet à des investisseurs, des banques, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment ma première galère, c'est d'être sûr de sa marge dans son opération et qu'il n'y a pas un loup, il n'y a pas un problème de TVA, il n'y a pas un problème de tout ça et vraiment être carré là-dessus. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai trouvé une super application que je suis en train de tester qui s'appelle Ma Brique et ça a été conçu par des marchands de biens pour des marchands de biens. Et là, ce qui est génial, c'est que tu mets vraiment tous les points de ton opération. Combien de lots tu veux diviser si c'est une opération qui veut dire une division, quels sont les travaux que tu veux faire par travaux et quel choix de TVA tu veux faire. Et il va vraiment faire tout le calcul de manière très précise de ton opération et te sortir ta marge à la fin. Donc pour ça, c'est ultra pratique, c'est ultra bien fait. D'avoir un système qui facilite le calcul au TVA près, au pourcentage près, ça permet d'avancer rapidement et tu peux faire plein de simulations, prix bas, prix haut, etc. Donc ça va beaucoup plus vite sur tes estimations et sur le calcul de ta rentabilité. Et ça, c'est vraiment un énorme gain de temps d'avoir découvert cette application. Galère numéro 2. Pour cette galère, c'est un peu le nerf de la guerre et ça paraît évident dit comme ça, mais c'est le prix de revente. Définir le prix de revente, c'est une vraie galère pour moi. Je m'explique. En fait, quand je faisais de l'achat locatif ou quand j'ai acheté ma résidence principale, j'avais inconsciemment, sans que je m'en rende compte, je me disais, même si je savais que je pouvais les revendre plus cher, je me disais, mais de toute façon, ce sera dans quelques années et ce sera pas tout de suite et je sais que je fais une belle plus-value parce que je fais des travaux. Là, dans mon cas de achat-revente, je veux pas faire de travaux parce que, en tant que débutante, je veux optimiser le temps de portage des projets et les travaux, ça va à l'encontre de ça. Et en même temps, du coup, estimer un prix de revente sans faire de travaux, c'est compliqué. Et surtout, quand tu as l'habitude de faire du estimation à la louche, c'est-à-dire regarder sur des sites du type meilleuragent.com, regarder le prix au mètre carré, vu que c'est un bâtiment à rénover par exemple, je me dis je vais le mettre au prix bas et ça devrait être bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je présentais des projets à des investisseurs ou à des auditeurs, parce que j'ai la chance d'être dans une communauté où on peut auditer des projets, on m'a dit comment tu as estimé les prix de revente, et quand je me suis expliqué et qu'elle m'a reposé la même question, j'ai compris que ça n'allait pas et que c'était pas du tout suffisant. Donc du coup, aujourd'hui, maintenant que j'ai galéré et je galère toujours parce qu'en fait c'est pas si... C'est super important parce que c'est le nerf de la guerre. Tu achètes et tu dois revendre plus cher. Et si en plus tu fais pas des travaux pour valoriser le bien, faut être sûr du prix de revente et que tu trouves des acheteurs au moment de la revente. Donc, surtout si c'est des terrains nus, si c'est des maisons à rénover, ça veut dire qu'il faut trouver des acheteurs motivés. C'est pas du clé en main que tu vends, donc où tu poses tes valises, c'est bon, tu habites dedans.
faut trouver les bons acheteurs motivés et vraiment les vendre à un prix pas cher, mais en même temps que toi tu te fais une marge. Donc c'est vraiment une gymnastique et un jeu qui est pas facile. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être quasiment sûr de mon prix de revente? Numéro 1, on en a tous entendu parler si tu fais de l'immobilier, même si tu fais de l'achat locatif, le site DVF. Vraiment, je fais ma détective, je fais pas juste, je regarde, tiens, je fais un peu la moyenne des prix de revente qu'il y a eu. Je vais prendre les adresses des biens qui ont été vendus, qui semblent correspondre à peu près au type de maison ou de terrain ou alors pas les terrains parce que c'est pas affiché, mais les maisons surtout qui ont été vendues de à peu près la même taille, à peu près le même secteur. Je prends les adresses et je vais aller voir sur place. Et je regarde, j'essaie de voir de l'extérieur si la maison est à peu près la même chose et si ça a été récemment vendu à tel prix et pourquoi ça a été vendu à tel prix. Et je vais vraiment pousser mon analyse sur DVF. Je vais vraiment prendre l'adresse et je vais aller voir aux alentours qu'est-ce qui fait que ce bien a ce potentiel de revente. La deuxième chose que je vais faire pour être sûr de mon prix de revente, c'est regarder sur les annonces Loger, Le Bon Coin, etc. et appeler l'agent immobilier sur une maison que j'ai pas l'intention d'acheter, mais qui a plus ou moins les mêmes critères qu'un bien que je vais vendre une fois la découpe réalisée. Et je les appelle et je leur prends pas beaucoup de temps. Je m'explique tout simplement que je suis marchand de biens et que voilà, j'analyse un peu le marché. Est-ce que vous avez eu des offres sur ce bien? Et ça, c'est la meilleure façon de savoir, enfin moi je trouve, de savoir la dynamique du marché. Combien de temps ça fait que le bien est en vente? Est-ce qu'ils ont eu des offres? Si oui, à combien? Parce que en fait, il faut se rappeler que les biens qui sont affichés sur Le Bon Coin, c'est la valeur que les vendeurs veulent. Et c'est pas le montant où tu trouves transaction et tu trouves un acheteur. Donc, le meilleur moyen de savoir à combien vaut une maison et qu'on trouve des potentiels acheteurs, est-ce qu'il y a eu des offres d'achat écrites sur ce bien et si oui, à combien? Et ça te permet de clarifier vraiment le type de dynamisme qu'il y a sur ce marché. Et ça, c'est game changer pour dire à tes investisseurs, à tes banquiers, quand tu présentes un projet, de dire voilà, je sais que il y a tant de biens en vente actuellement et les offres il y a des offres acceptées ou non par le vendeur, ça c'est pas mon problème. À combien les acheteurs sont prêts à acheter les biens rénovés ou enfin combien vaut le marché en fait. Et ça devient vraiment un argument par la suite de négociation avec tes investisseurs, avec tes potentiels acheteurs par derrière aussi. Donc ça a été game changer pour moi de faire ce jeu de détective. Et enfin, bien sûr, ça aussi c'est une astuce qui est connue mais qui n'est pas assez faite parce que moi personnellement je suis très gênée de le faire, c'est de faire des fausses annonces. Oui, parce que tu fais une annonce et tu ne vends pas vraiment un bien et ça fait un peu... Enfin ouais, personnellement j'aime pas mentir donc je suis vraiment très mal à l'aise à faire cet exercice. Mais ça aussi c'est un excellent moyen de mesurer la température et de mesurer l'attractivité du marché et la demande qu'il y a. Typiquement, moi, les terrains j'en ai parlé du coup à l'instant, sur DVF, c'est très difficile d'évaluer de trouver l'information exacte, combien de terrains à construire ont été vendus sur un secteur, sur un laps de temps. Et du coup, j'ai fait une fausse annonce sur un terrain, il y avait un bien que je veux acheter, donc j'ai fait une fausse annonce. Si en 3 jours tu as 6 demandes, là tu te dis ouais ça va. Et en fait ce que je vais même aller plus loin, je vais prendre leurs coordonnées et je vais leur dire voilà c'est un projet que j'ai en cours, je suis pas encore propriétaire de ce bien mais dans quelques mois je vais l'être et je vais pouvoir vous présenter le projet qui sera viabilisé et qui aura un PC qui sera purgé. Est-ce que je peux vous recontacter à ce moment-là? Et ils vont dire oui ou non. Et en plus de ça, sinon, j'essaie d'avoir un maximum d'informations. Quels sont les types de maisons qu'ils veulent construire? Combien de mètres carrés ils veulent construire? Qu'est-ce qui est important pour eux sur un terrain? Qu'est-ce que vous avez visité en ce moment comme terrain? Voilà, essayez d'avoir un maximum d'informations sur le côté expérience acheteur sur secteur et qu'est-ce qui leur donnerait envie d'acheter ou non. Donc voilà, c'est ces petites choses que je fais. Alors c'est du boulot, mais c'est ce qui permet d'être sûr de mon prix de revente ensuite par la suite. Et quand je présente mes projets, je crée une crédibilité supplémentaire. Galère numéro 3.
La galère numéro 3, c'est trouver les bons professionnels. Alors ça fonctionne aussi en résidence principale et en achat locatif. Il faut avoir des bons partenaires, je pense notamment aux artisans. Mais en marchand de biens, c'est non négociable. Encore, quand tu fais de la résidence principale ou du locatif, tu peux te débrouiller entre guillemets toute seule avec ton expertise que tu as dans ton cerveau. Mais quand tu es marchand de biens, c'est important, non négociable, d'avoir des professionnels qui peuvent t'accompagner et qui peuvent t'aider à éviter les erreurs, à valoriser la vente de tes produits une fois terminés, quand tu vas les revendre par la suite, et qui comprennent le langage et qui correspondent à ton rythme de travail. Parce que quand tu es marchand de biens, tu as besoin que ça aille vite et qui comprennent les problématiques d'un marchand de biens, surtout, je t'en ai parlé tout à l'heure, la calcul de la TVA, la division, éviter tous les pièges qu'il peut y avoir. Et ça, pour trouver des bons professionnels de confiance, ça va être ultra important. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais je vous raconte à nouveau, j'ai fait une offre sur un bien et j'ai perdu énormément de temps parce que l'agent immobilier ne m'a pas corrigé. Moi, je dis toujours que je suis marchand de biens et que les projets que j'ai, à combien j'ai l'intention de revendre une fois le projet terminé. Et à chaque fois, avant de faire une offre, avant et pendant que j'ai fait l'offre et je négociais le prix avec le vendeur, 3 fois, j'ai demandé à l'agent immobilier: est-ce que vous avez regardé ce qui se passait sur cette commune, sur ce secteur? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'on trouve des acheteurs? Est-ce que vous pensez que je peux le vendre à ce prix-là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je ne sais pas, j'ai pas regardé. La personne, prend un mandat et ne vérifie pas combien sont vendus les biens sur ce secteur. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'au début, je m'étais enflammée. Je me suis dit, super, je vais le revendre 550 cette partie-là, 300 cette partie-là. Je le revends 850. Je vais faire une offre à 500. Il va me faire une contre-offre à 520, 530 et ça va passer, ça va être magnifique. Je vais faire une belle rentabilité. Et pas du tout, parce que en fait, je m'étais enflammée encore une fois sur les prix de revente et il n'y a rien qui se vendait en dessous de 500 000. Donc, au-dessus de 500 000 justement. Donc du coup, ça a complètement plombé la rentabilité et c'était hors de question pour moi de faire une offre au-dessus de 500 000. Et j'avais mon discours qui avait changé au fur et à mesure parce que j'avais de plus en plus de coûts, mais surtout mon prix de revente que j'avais dans ma tête baissait à chaque fois que je faisais des contre-visites. Et l'agent immobilier ne m'a corrigé à aucun moment parce qu'elle n'avait pas fait son travail d'agent immobilier d'évaluer et de connaître son secteur. Donc voilà à quel point ça peut changer un professionnel. Donc ça vaut aussi pour le géomètre, le notaire ultra important de vérifier que tout est carré, tout est bon et te conseille aussi pour les clauses et te protéger, etc. L'architecte pour faire des projections, surtout si c'est des maisons à rénover, qu'il le fasse de manière rapide, bien et etc. Donc tous ces conseils qu'on peut avoir de ses partenaires vont être extrêmement importants. Alors là, la solution, j'en ai pas 450 et c'est, je pense, que la partie la plus fatigante, c'est de rencontrer un maximum de professionnels et poser des questions. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Comment vous travaillez? Comment vous avez l'habitude de travailler? Etc. Et juste répéter des questions jusqu'à ce que tu sens que le feeling, il passe et il comprend tes problématiques et il a de l'expérience dans ce que tu as besoin qu'il fasse. Et voilà. L'architecte, c'est particulièrement compliqué parce que souvent, ils ont envie de gérer les chantiers. Et dans mon cas, j'ai pas envie qu'il gère le chantier, je veux juste qu'il me fasse des plans et des permis de construire. Et ça, il n'y a pas forcément tous les architectes qui sont envie de le faire. Donc voilà, on toque à la porte et on essaye de trouver un bon architecte qui est d'accord pour le faire et qui en plus est bon. Donc voilà, ça peut être le challenge. Et l'idéal de chez l'idéal pour faciliter ce travail, c'est que tu aies un marchand de biens avancé dans ton réseau et qui te recommande quelqu'un. Alors là, c'est la crème de la crème. C'est génial parce que du coup, le travail est à moitié mâché. Tu as l'expérience de l'autre personne qui a été nourrie par ce professionnel. Donc du coup, ça simplifie forcément le process. Mais si tu n'as pas un marchand de biens dans ton réseau, c'est sûr que c'est compliqué et du coup tu recommences de zéro et c'est à toi d'aller chercher ce professionnel. Là où c'est un peu compliqué de trouver un professionnel recommandé, c'est les artisans. Parce que quand ils sont bons, on a envie de les garder pour nous, on n'a pas envie qu'ils travaillent pour les autres parce que les bons artisans, ils sont déjà overbooked. Forcément, le bouche à oreille, les artisans, on en a tous besoin. Donc
que ce soit quel que soit le projet. Donc si on en trouve un, on le garde sous le coude et on le partage pas. Par contre, tout ce qui est géomètre, architecte, comme c'est des missions plus ponctuelles, c'est plus facile de recommander et voilà. Donc voilà pour mes 3 galères en ce moment. Donc voilà les galères en ce moment que je suis en train de surmonter, mais que comme tu vois, il y a des solutions. Chaque problème de toute façon a une solution, et c'est ça le travail d'un entrepreneur, d'un investisseur. Et c'est ce qui rend aussi ces missions, ces projets fascinants. Et donc, du coup, voilà, j'espère que ça t'a intéressé et que mon expérience te plaît, que ça t'inspire pour te lancer aussi dans l'investissement immobilier, quel que soit son format, résidence principale, investissement immobilier ou marchand de biens. Et même si ça paraît insurmontable au début, tu fais étape par étape et puis tu y arrives. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais aucune de mes galères, c'est le financement. Et d'ailleurs, au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai des associés qui sont prêts à investir avec moi, à faire cette première opération ensemble, et ils ont eux du cash et ils sont d'accord pour... Alors on verra, hein, Inch'Allah, je touche du bois, j'espère que ça va aboutir et ils vont vraiment le faire. On n'a pas encore signé, on n'a pas créé de société ensemble, mais en tout cas dans l'idée, ils sont totalement ok, et je trouve ça incroyable que le fait que je sois au chômage, que j'ai très peu d'argent de côté, et d'ailleurs je le garde pour ma survie en tant que chômeuse, et j'arrive quand même à évaluer, d'étudier le dossier et sincèrement considérer faire des investissements à plus de 500 000 euros, parce que justement l'argent est rarement le problème si tu trouves un projet rentable. Le plus dur, c'est de trouver le projet rentable, et donc continue à suivre ma chaîne pour savoir si je vais jusqu'au bout. Sur Instagram, de toute façon, tu as mon quotidien de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus au jour le jour. Donc si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte. Et puis sinon, si toi aussi ça t'intéresse de savoir comment je fais pour justement monter en compétences en immobilier assez rapidement et avoir une communauté et de trouver des investisseurs, etc. N'hésite pas à me contacter. Je fais partie d'une communauté qui est Green Bull d'ailleurs, et ça m'a permis d'avancer avec beaucoup plus de confiance que si j'étais toute seule. D'ailleurs, pour le côté incubateur marchand de biens, il y a une offre jusqu'à fin 2024 si je ne m'abuse. Donc à partir de 2025, le prix augmente, et donc il faut en profiter maintenant. Et si tu veux en savoir plus, faut pas hésiter à me contacter. Je te donnerai plein d'informations et je te ferai même des séances de coaching ou des séances de motoring ou des séances de plein de choses. On analyse des biens ensemble, etc. pour t'aider à avancer, parce que clairement moi c'est ce qui m'a aidé, c'est de discuter de mes projets avec d'autres personnes, d'en parler avec vous sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. Donc ensemble on va plus loin. Donc n'hésite pas à me solliciter et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, le sujet prochain, je peux vous en parler tout de suite, c'est sur mon investissement locatif. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'ai fait ce premier investissement locatif. J'ai acheté un immeuble de silo à l'âge de 26 ans. Donc voilà, j'ai envie d'en parler un petit peu, ce que j'en pense 3 ans plus tard. Encore une fois, en toute transparence, et spoiler alerte, c'est pas si rentable que ça. Donc, on se retrouvera dans cette future vidéo que j'espère tourner très bientôt. Et puis, à très vite sur Instagram ou sur YouTube.